Brummel. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en dévoile quelques secrets souvent croustillants. Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous parlez cravate aujourd'hui. Oh, pas celle du notaire, mais celle... Pardon ? Oui, non, pas du tout, Stéphane. Mais celle au pluriel je m'étonne toujours d'un certain Georges Brummel. Bah oui. Mais oui, parce que l'accessoire vestimentaire, je dis l'accessoire vestimentaire, je précise parce que Mathieu est capable de tout. Donc vestimentaire, de la masculinité. Moi je n'ai rien dit, c'est Stéphane qui moi, j'ai fait rien dit, c'est Stéphane qui a fait des références. Vous êtes deux collégiens, deux enfants de cœur. Mais alors moi je déteste ça, l'humour potache n'est pas moi je l'humour. vois vos yeux qui frisent, je m'adapte pour Stéphane, effectivement. Alors donc ça a longtemps été la cravate et les dames que vous évoquez aujourd'hui, en s'habillant en homme bien sûr, elles prenaient elles aussi, elles utilisaient des cravates. Mais le dieu absolu de la cravate, bien sûr, c'est Georges Brummel. Et j'espère qu'un jour, vous lui consacrerez un portrait entier. Parce que c'est vraiment une vie passionnante. Hein. Et alors, Georges Brummel, donc, le sujet de sa gracieuse majesté, il est né en 1778. Et dès qu'il était enfant, déjà, il se faisait remarquer par la correction, l'élégance de sa tenue. Il venait pas pourtant d'un milieu très privilégié. Il avait un grand-père ou un grand-père qui était confiseur, Brummel. Hein. Donc il venait plutôt d'un milieu modeste, mais son père était le secrétaire d'un lord et son père avait réussi à accumuler une fortune suffisante pour pouvoir envoyer Georges à Eton, la pension de la gentry britannique. Et alors, après Eton et Oxford, Georges rentre dans un régiment de hussards et c'est là un peu la chance de sa vie, c'est qu'il est placé sous les ordres du prince de Galles, qui a alors 32 ans, et qui se prend d'affection pour lui parce qu'il apprécie la gaieté, l'humour, l'impertinence de Brummel surtout. Alors le prince de Galles, lui, s'attiffe un peu n'importe comment. Parfois, on le voit, il ressemble à un sapin de Noël, il a des habits roses, des chapeaux à sequins avec un peu des pampilles, si vous voulez. Il ne sait pas tellement s'habiller. Et c'est Brummel qui va lui apprendre à s'habiller. Mais comment faire pour frayer avec un prince qui dépense quasiment 3 millions de livres par an pour ses vêtements quand on n'en a que 30 000, ce qui est le cas de Georges Brummel? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut éviter toute excentricité. Et c'est ça, la patte Brummel, une simplicité impeccable. Alors, il ne sort jamais de chez lui autrement que parfaitement lavé, rasé, parfumé, vêtu d'un linge immaculé et soigneusement amidonné. Et puis la final touch, bien sûr, c'est un manteau à la coupe irréprochable. Alors, il y a la tenue du jour, la tenue du soir, le matin, pantalon boutonné, gilet, redingote de couleur claire et bottes. Et le soir, habit bleu, gilet blanc, pantalon noir très collant, tellement collant qu'il faut des valets pour aider à les enfiler, et qu'on ne peut pas s'asseoir quand on les porte. Et puis, bas de soie et chapeau claque. Alors, ainsi, tiré à 4 épingles, il devient l'arbitre des élégances et puis il anime un petit club de riches amis que Byron va surnommer le club des dandys. C'est de là que vient l'expression. Et à l'époque, si vous allez chez votre tailleur à Londres, tout le monde vous dit, écoutez, il faut choisir comme le prince de Galles pour la veste et comme Brummel pour le pantalon. Et alors, les bottes, bien sûr, c'est aussi un accessoire important. Un jour, fasciné par l'éclat de ses bottes, un admirateur de Brummel lui demande quelle est sa marque de cirage. Du cirage? Mais vous n'y pensez pas, m'a dit. Je ne cire mes bottes qu'avec de la mousse de champagne. Ben voyons. Alors, mais c'est surtout, bien sûr, dans la manière de mettre ses cravates que Brummel opère une véritable révolution. Avant lui, on portait la cravate simplement nouée autour du cou avec un nœud mollement lâché. Mais lui, il est le premier à utiliser l'empois dans la cravate. L'empois, c'est comme l'amidon. Mais là où il excelle surtout, c'est dans la manière dont il exécute son chef-d'œuvre. Si le nœud n'est pas parfait du premier coup, il jette immédiatement sa cravate. Alors, on voit souvent son valet de chambre qui se balade avec une corbeille pleine de cravates blanches, plus ou moins fripées. Ce sont nos erreurs, dit-il. Alors, parfois, Brummel peut essayer 30 cravates avant d'être satisfait de son nœud. Moi aussi, ça ne m'étonne pas. Mais comment faites-vous pour vous habiller en 30 secondes si vous essayez 30 cravates avant de mettre la bonne? On a arrêté de porter des cravates. Alors, même vous, plus Stéphane, personne n'en porte. Alors, Brummel, il n'aime pas monter à cheval justement à cause de ça.
parce que ça dérange sa cravate. Il n'utilise que des chaises à porteurs, parce que ça protège sa cravate et ça lui permet aussi d'éviter la boue. Évidemment, avec le temps, il va passer son temps à courir après le train de vie de ses amis beaucoup plus riches que lui. Bientôt, il est criblé de dettes. Il est obligé de quitter l'Angleterre en 1816. Et où atterrit-il ? En France. Voilà, chez nous exactement. Boulevard Haussmann. Non, je plaisante. Non, pas Boulevard Haussmann. Et son parcours qui s'achève très tristement parce que comme il a même plus les moyens de se payer un blanchisseur, il se met à porter des cravates noires. Vous vous rendez compte ? Ça c'est encore jamais fait. Mais quelle tragédie, Brumel avec des cravates noires. Il n'avait pas de métier. Mais oui, c'est ça, on ne comprend pas ce qu'il fait dans la vie. Parce qu'il a fait Eton, il a fait Oxford, il est allé chez les hussards du prince de Galles. Il a carbonisé sa rente, d'abord avec parcimonie, il jouait beaucoup. Il ne travaillait pas, il n'a pas de métier. Il était aussi entretenu par des amis, si vous voulez. Comme il bambochait avec ses copains dandy, qui la plupart du temps devaient payer les notes de resto. Sa gamme de vêtements. Non, parce qu'il avait c'était ça justement sa marque de fabrique, c'est des vêtements très simples et pas trop chers. Alors de toute façon, en vieillissant, évidemment, il peut moins faire attention à sa tenue. D'abord, il souffre de démence due à la syphilis. Il est interné au Bon Sauveur à Caen et il est mort le 30 mars 1840, peu avant ses 62 ans. Il est inhumé au cimetière protestant de Caen, sous le campus de l'université. Si vous voulez aller lui rendre hommage un jour à Brumel, quand même, Stéphane. Il a été. Alors pour clore cet hommage à Brumel, quelques mots quand même encore sur la cravate. Rappelons qu'on doit le mot aux mercenaires croates engagés par Louis XIII. Ils avaient pour habitude de porter un foulard noué autour du cou et comme croate s'écrivait Hrvat avec un H, A-R-V-A-T en croate, et on a fini par désigner le mot cravate, ce morceau d'étoffe. Et il en existe toute une typologie à travers les époques. Alors il y a l'ancêtre de la cravate, c'est la Steinkerk. C'est une cravate au nœud simple que l'on passe dans la boutonnière, mais il y a aussi la stock, la cravate bouffante, dite à la gara, et ce qui ressemble plus à notre cravate actuelle, même si vous n'en mettez plus, messieurs, ça serait la régate. Et enfin, apprenez qu'il existe une vingtaine de nœuds de cravate. Alors vous n'allez même pas l'apprendre puisqu'on n'en met plus. Vous aimez bien le double Windsor, il y a le Windsor, le double Windsor, la demi-Windsor, le Cavendish. Ça sont des nœuds qui ont beaucoup de succès. Le Saint-André, le Grantchester, le nœud Victoria, le nœud Prince Albert. Voilà, c'est quelques mots de Brumel et sa cravate. Et Brumel, c'est vraiment l'homme qui passa la plus grande partie de sa vie à mettre sa cravate, en fait. Vous me demandiez ce qu'il faisait dans la vie. Alors que moi, il faisait ses nœuds de cravate. Moi, franchement, j'aurais bossé.